Heureusement pour nous, nous allons pouvoir prendre du large grâce à Olivier Joseph, qui va nous parler des K2 californiens et du Wyoming. Donc la parole est à Olivier. Merci, je pense parler assez fort, donc je ne vais pas prendre le micro. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, mon cher Pierre, tu sais que je ne le suis jamais, mais ces K2 pour alpinistes fatigués, sur l'axe Champ-Sella-Angers, mais vraiment sur l'axe, je trouve que c'est vraiment de la paresse sportive. En Val-Louise, nous avons besoin d'horizons vastes, de grandes distances, et donc je vous propose d'explorer le principal K2 nord-américain. Mais avant ça, je voudrais faire un peu de pub, puisque je peux me le permettre, j'ai quelques minutes. Simplement vous signaler que en cette triste année où il y a eu beaucoup de malades, avec Tobias Verhaert, j'ai passé une année aux archives à explorer une pandémie, une épidémie assez joyeuse où il n'y a eu aucun mort dans les Alpes. Donc je vous la recommande, La peste de 1720. Et j'ai apporté l'ouvrage qui accompagne une très belle exposition qui est visible dans les Alpes-Maritimes et appelle-vous les mardis, vendredis, samedis et dimanches après-midi. Voilà pour la publicité. Alors, cette question du K2 nord-américain, il va de soi qu'il ne peut être présent que dans l'endroit où tout est possible, tout est permis, à savoir la Californie. Mais le problème, c'est que lorsque l'on regarde les cartes produites, dessinées par l'État de Californie ou éventuellement l'État fédéral américain, il arrive parfois qu'il n'y ait pas de K2, ce qui est assez problématique. Mais enfin, la solution est très simple, il faut dans ce cas-là changer de carte. Et effectivement, dans cette vieille carte de 1895, il existe un K2. Mais alors c'est un K2 quantique parce qu'il est à deux endroits différents de la carte. On voit effectivement qu'il y a ici une partie de la baie de Los Angeles qui est agrandie. Et donc on est dans l'incapacité de savoir où est véritablement ce K2, ici, ailleurs, en même temps. Et donc, en plus, alors ce K2 semble être malgré tout au milieu de l'océan Pacifique. Je vous rappelle que c'est une carte de l'État fédéral. Les vagues sont quand même assez régulières et tout ça n'inspire vraiment pas confiance. A priori, c'est pas la bonne carte et le K2 ne peut pas être à cet endroit-là. De toute façon, on ne sait pas où il est puisqu'il est à deux endroits à la fois. Alors, je vais continuer à chercher d'autres cartes et je suis tombé sur la carte des parcs d'État de Californie où là, effectivement, il y a un beau K2. Hein, vous voyez le K ici, le 2 là. Mais alors il est situé au milieu de nulle part dans l'océan Pacifique. Et là, pour quelqu'un qui comme moi ne me déplace qu'en train, c'est assez problématique d'aller l'explorer. En même temps, je me suis très vite posé la question de savoir si je pouvais faire confiance aux cartes de l'État. Est-ce que la vérité officielle des gouvernements, dont on sait qu'ils passent leur temps à mentir, à truquer, à bidouiller, à inventer des pandémies qui n'existent pas. Est-ce que ces cartes-là peuvent véritablement donner l'indication du lieu où se trouve le K2 en Californie? Je ne le crois pas, et on va voir que j'ai raison. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur une carte allemande. Les cartographes allemands, on le sait, n'ont rien à voir avec l'État fédéral, le FBI, la CIA, la NSA américaine. Et donc, dans cette carte allemande, j'ai trouvé le K2. Le voici, là, pile à la frontière entre la Californie et l'Arizona, donc effectivement on ne peut que supposer que le K2 est en Californie. Voilà donc le K2 en bord de carte, voilà la limite inférieure. Avec quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a une ligne de chemin de fer qui passe au milieu. Hutchison and Topeka Railroad, en fait c'est, et vous allez voir tout à l'heure, une des principales voies de circulation du fret américain, mais c'est aussi la voie de circulation de l'extraordinaire train Southwest Chief qui relie Los Angeles à Chicago en 48 heures et réciproquement Chicago à Los Angeles en 48 heures aussi. Dans le K2, le programme s'annonçait assez exceptionnel puisque nous sommes au sud de la réserve des Mojave et nous passons au pied des montagnes de la Vieille Femme,
qui est un endroit réputé, puisque c'est ici qu'on trouve la plus vieille météorite jamais découverte à la surface de la Terre. Il était donc très tentant, toutes les conditions étaient réunies, puisque moi je ne fais pas du tourisme par TER, le TERisme, mais de l'amtrakisme. Je n'avais pas pensé, je vous apporterai une carte demain. Je m'amuse depuis quelques années à traverser le continent nord-américain d'est en ouest et du nord en sud uniquement par des trains. Il y a des très très belles choses à faire. J'avais commencé il y a 3 ans, 4 ans pour aller voir l'éclipse totale de soleil par emprunter le Southwest Chief entre Chicago et Kansas City où habite ma sœur et où l'éclipse totale de soleil avait la bonne idée d'être présente, la ligne de centralité. Et après ces premières 8 heures de train extraordinaires, je m'étais juré de faire le reste, donc les 40 heures supplémentaires, en sens inverse. Et donc, une dizaine de mois plus tard, j'ai traversé de nouveau les États-Unis en train. Alors pour ça, je me suis rendu dans un premier temps dans la baie de San Francisco et je suis monté à bord du Coast Starlight, un train qui, en une trentaine d'heures, relie Seattle à Los Angeles. Voilà. 12 heures plus tard, je me suis retrouvé à Los Angeles. Il s'est passé quelque chose un peu plus tard, mais vous allez comprendre quoi. Et 72 heures plus tard, je montais à bord du fameux Southwest Chief, ici filmé en gare d'Albuquerque. Le voilà qui arrive. Ah, ça va bien. Voilà, lorsqu'il arrive à Albuquerque, on a déjà passé 22 heures dans le train. Pour me doucher, je suis descendu pendant quelques jours. Et de ce train, fameux train à 2 étages, avec au centre de la rame la voiture Dôme, avec une vision à 180 degrés au-dessus des voyageurs. Dans ce train, j'ai fait le choix de m'installer tout au bout dans la dernière voiture, 2e classe, pour $135 à Los Angeles, Kansas City, 40 heures de train, c'est pas cher du tout. Parce que de cette dernière voiture, avec la porte d'intercirculation, on voit ça. Voilà, les trônes des démons dans le Nouveau-Mexique. Vous voyez qu'on est dans l'ambiance. Hein. Alors le train roule à 80 km/h à peu près. Je fais voyager. Hein. Il prend son temps. C'est une ligne unique. Là, c'est une ligne unique, oui. Voilà, un premier extrait. J'ai passé 40 heures à filmer Apache Canyon. Alors, il n'y a pas de son, désolé. Le viaduc ici est le plus vieux viaduc ferroviaire qui enjambe un canyon aux États-Unis. Et à ce titre-là, il est classé monument historique. On s'attend à voir des Indiens, des troupeaux de bisons, c'est assez extraordinaire comme ambiance. Il y a encore des croix de Lorraine aussi. Oui, absolument, partout. C'est une politique. Mais c'est le côté gaulliste des Américains. Voilà, c'est très joli. Voilà, un dernier. La ligne dans ce canyon a la caractéristique en moins d'1 kilomètre de traverser à 4 reprises le canyon, ce qui est unique aux États-Unis, mais en même temps c'est un tout petit canyon, donc l'exploit est absolument minime. Quelques centaines de mètres plus loin, voilà, toujours Apache Canyon et Galisteo Creek. Là il y a un peu de bruit. Alors c'est assez marrant, je me balade pour filmer avec mon iPhone
un objectif anamorphique, un stabilisateur, des micros, ce qui fait que tout le monde m'aborde. Et lorsque je suis monté dans le train à Oakland, en Californie, j'ai été abordé par un curé californien qui allait en pèlerinage à Lourdes. Voilà, c'était assez marrant. Bon, et puis on va terminer. Cette fois-ci, on arrive dans le Colorado, Raton Creek et les pics de Fishers. Hop, voilà. Ah, ça va bien se lancer. Avec, c'est assez marrant, on va le voir sur le côté à droite. Voilà, un photographe. J'ai jamais réussi à retrouver les photos qu'il a faites. Elles doivent être sur internet, mais j'ai pas réussi. Bon, voilà. Et puis on termine la deuxième journée du voyage dans les grands plateaux du Colorado. On est à 2000 mètres d'altitude. Pendant des heures et des heures, voilà le paysage auquel on a droit. Avec de temps en temps des antilopes qui cavalent à côté du train. Là, je ne les ai pas mises parce qu'on les voit mal sur mon film. Mais enfin, voilà. Voyage splendide, dans une ambiance assez extraordinaire. Bon. Alors, l'objet de cette présentation, c'est le K2, bien entendu. Eh bien, le K2, là, ça a été très surprenant. Parce que, à l'instant même où le train a franchi la frontière du K2, tout s'est éteint. C'était le noir absolu. On ne voyait plus rien. Mais vraiment plus rien. J'ai essayé de comprendre la situation. J'ai essayé, en certains endroits, il y avait un peu de lumière, de faire quelques photos. Voilà ce que ça donne. Je n'ai rien vu du K2 de Californie. Mais alors, rien. Encore ici, de photographie du K2 californien. Rien du tout. Voilà. Bon. Lorsque nous avons quitté la frontière du K2, la lumière est revenue. Et au loin, alors que nous franchissions le canyon du Diable, à côté de Meteor Crater, j'ai pu voir dans les lueurs de l'aube le pic Agassiz, le fameux géologue et alpiniste suisse, enfin plutôt géologue suisse, qui est un des premiers à avoir levé l'énigme des glaciations du passé. C'est tout. Je n'ai rien vu. Alors, bien entendu, la question, c'est de savoir si c'est une coïncidence, l'arrivée dans le K2 et cette absence totale de lumière, ou si c'est une volonté délibérée. Et si oui, de qui? J'ai quelques éléments de réponse. D'abord, j'ai pu remarquer que le K2 californien est situé entre Roswell, Nouveau-Mexique, lieu où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un couple d'humains a été enlevé par des extraterrestres, et Lancaster, que vous ne connaissez pas, mais vous avez tort et demain vous comprendrez pourquoi, qui est le siège de la Société internationale de la Terre plate. Et si, je suis assez curieux de toutes ces questions de géométrie de l'espace et tout ça, les pyramides, l'alignement des rochers à Stonehenge, etc. Et si vous tracez une ligne droite entre Lancaster et Roswell, mais une vraie ligne droite, le K2 est sur le trajet de la ligne droite. On commence à comprendre que cette obscurité totale lorsque j'ai traversé le K2 est peut-être une volonté délibérée. Mais toujours la question de qui? Alors j'ai un petit indice. Lorsque j'ai traversé, la Californie du nord au sud de San Francisco à Los Angeles avec le train qu'on a vu tout à l'heure dans la gare d'Oakland, le Coast Starlight, il s'avère que pendant 2 heures, le train, après San Luis Obispo et avant Santa Barbara, au moment où il arrive au bord du Pacifique, le train traverse pendant 2 heures la base militaire de Vandenberg, qui est représentée ici en blanchâtre. Et pendant 2 heures, le train longe l'océan Pacifique, c'est splendide, s'arrête à la demande certains jours à Surf Beach, qui est un spot de surf mondialement renommé, en plein cœur de la base militaire. Donc lorsqu'il y a un missile nucléaire ou une fusée qui est tirée, vous ne pouvez pas vous y arrêter. Et de toute façon, vous avez des pancartes partout qui vous annoncent qu'il y a des requins et qu'il ne faut surtout pas faire de surf à Surf Beach. Donc on traverse la base militaire de Vandenberg, qui est une base aérienne et du commandement aérien.
dans laquelle il y a une cinquantaine de silos de lancement de missiles nucléaires, les voilà, et quelques pas de tir dans la zone sud de la NASA, de SpaceX et du Space Air Command. Ce qu'il y a de très extraordinaire, ça c'est la transparence du gouvernement fédéral américain, c'est que les silos de missiles nucléaires, on les voit et on peut les photographier. Je m'étais préparé, je le savais à l'avance, je m'étais préparé, je m'attendais à chaque instant à voir débarquer dans ma voiture des hommes en noir avec des lunettes noires, des menottes pour m'arrêter, me coffrer, m'emmener dans une geôle de l'État fédéral américain. Rien du tout. J'ai pu photographier tout à loisir les silos de missiles nucléaires. Ici, 2 silos Minuteman avec des missiles nucléaires multitêtes pointés vers la Corée du Nord et la Chine. Pour vous, on va revenir, ce sont ces deux-là. Ce qu'il y a de génial sur les sites américains, c'est que tous les silos de lancement de missiles nucléaires sont localisés au mètre près. Et donc on peut confirmer effectivement avec Google Earth et mon film. Donc j'ai pu, sans aucun problème, filmer ce qui est la chose la plus secrète du gouvernement américain, les silos de missiles nucléaires pointés vers la Corée du Nord et la Chine. Donc a priori, ce serait peut-être pas le gouvernement américain qui aurait éteint la lumière sur le K2. Cependant, en farfouillant sur Internet, toujours, j'ai appris que dans la nuit suivant mon arrivée à Los Angeles, à cet endroit même allait être tirée la mission spatiale InSight à destination de Mars. Je me suis dit, ça c'est extraordinaire, je reviens en arrière. Les pas de tir sont ici, en plein milieu des champs de missiles nucléaires. Vous avez pas de tir, NASA, SpaceX, à côté de la ville de Lompoc. Et on peut s'y approcher ici ou là jusqu'à 4 km. On peut s'approcher jusqu'à 4 km des pas de tir, qui sont un peu cachés derrière les collines. On voit la coiffe des fusées, mais on est à la distance la plus proche pour observer le lancement d'une fusée. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai annoncé sur ma chaîne YouTube qui s'occupe de la Terre plate que j'allais voir si vraiment la NASA trafiquait ses lancements de fusées, si c'était un spectacle ou si c'était vrai. Un gars de Californie m'a contacté, que je ne connaissais absolument pas, il m'a dit « Mais si tu veux, j'habite à Santa Barbara, tu viens dormir chez moi, on va voir le lancement. » Je me suis dit « Allons-y, pourquoi pas, ça peut être un platiste déguisé en globiste, mais au fond, j'ai rien à perdre, j'y vais. » Et nous avons donc débarqué à 4 h du matin à Lompoc. Donc voilà, le pas de tir de SpaceX, enfin de la NASA, pardon, était là. J'ai pu le photographier du train, on est passé à 2 km. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo sur mon disque dur, mais on voyait très bien la photo, la fusée, pardon, avec la sonde InSight en partant pour Mars. Et nous sommes allés nous installer ici, donc à 4 km du pas de tir. On n'était pas les seuls, il y avait plusieurs dizaines de personnes. Et au moment où la fusée devait s'élancer sous nos yeux vers l'espace infini, brouillard complet. Brouillard complet. On ne voyait rigoureusement rien. Donc en 72 heures, dans 2 endroits critiques et capitaux de la géographie nord-américaine, il y a eu des événements qui se sont déroulés qui nous ont interdit de voir et le K2 et le lancement de la sonde InSight. Ça n'est plus du tout une coïncidence, il y a une volonté délibérée de cacher le K2 et le lancement de la sonde InSight aux États-Unis. C'est une certitude. Alors, je ne savais pas du tout qu'il y avait une sono qui pouvait être branchée sur l'ordinateur, mais j'ai le bruit du lancement d'une fusée. Malheureusement, il est sur un fichier sur mon téléphone, je n'ai pas réussi à le transférer dans l'ordinateur, mais je vous promets que demain, à 14 h, je crois, ou 15 h, lorsque j'interviendrai pour vous parler de la Terre plate, je vous ferai entendre ce qu'est le décollage d'une fusée, entendu à 4 km, vous allez voir, c'est exceptionnel. Bon, revenons aux choses sérieuses. Je n'ai donc absolument pas vu le K2 californien, et je n'ai absolument pas vu le lancement de la sonde InSight à destination de Mars. Je me suis demandé si c'était pas finalement ma carte qui était... Parce qu'on sait tous pertinemment que les Allemands sont les meilleurs alliés des États-Unis au sein de l'OTAN. Donc cette idée que les cartes sont trafiquées pour des raisons gouvernementales peu claires pourrait s'appliquer à la carte allemande. Je me suis donc tourné vers une carte française, Michelin. Et là j'ai trouvé un K2, mais pas n'importe lequel, et je compte bien dans quelques mois aller l'explorer. Nous sommes au Wyoming. Voici le K, le 2, on ne le voit pas, il est un peu plus loin, mais nous avons bien ici le K2. Aux portes de Cheyenne, capitale du Wyoming, et
qui comporte en son sein la ville de Laramie, avec l'université du Wyoming. Ce cadeau-là est prometteur, pour plusieurs raisons. D'abord, si vous regardez bien la carte, la seule station de ski est à l'extérieur du K2. Ce qui est de bon augure. On sait que le progrès touristico-industriel n'a pas encore atteint le K2. Mais si on regarde plus loin dans le temps, on se rend compte que les dinosaures eux-mêmes venaient mourir aux portes du K2, puisque le cimetière des dinosaures est situé ici, avant la frontière du K2. Donc même à l'époque des dinosaures, ils ne pénétraient pas dans le K2 du Wyoming. Le K2 du Wyoming a encore comme caractéristique d'être en altitude. Alors, je vous ai mis ici la station de ski et le cimetière des dinosaures. En effet, la presque totalité du K2 du Wyoming est située à plus de 1800 mètres d'altitude, beaucoup plus haut que le faux K2 californien, ce qui laisse augurer de belles découvertes de type montagnard et alpinistique. Et puis, il y a un épisode historique peu connu, mais passionnant, qui à la fois montre bien que ce K2-là doit vraiment receler un mystère extraordinaire et qu'en même temps, c'est un K2 extraordinairement dangereux. En effet, si vous rendez dans le K1, qui est au-dessus, qui mesure 200 km de hauteur, vous allez découvrir le long d'une route, très exactement ici, un panneau commémoratif, Spring Creek Raid, avec la date du 2 avril 1909. Sur ces 5 éleveurs de moutons, 3 ont été tués. C'est un meurtre qui a bouleversé l'Amérique en 1909. Or, il s'avère que parmi ces 5 éleveurs de moutons, qui s'étaient placés avec leurs troupeaux de moutons dans ces sortes de carrioles qui faisaient office de vannes et de tentes portatives, il s'avère que parmi eux, il y avait Joseph Allemand, Jules Lazier, Pierre Caffarel, tous les 3 natifs du Champsaur. Joseph Allemand a été assassiné par les cow-boys, les éleveurs de vaches. Jules Lazier a été assassiné, seul Pierre Caffarel s'en est sorti. Il y a donc, à travers cet épisode et ce K2-là, la preuve, l'évidence qu'il intéressait déjà en 1909 des habitants des Hautes-Alpes, habitués à nos montagnes, et quelles montagnes. Et il y a en même temps la preuve qu'il est extraordinairement dangereux de s'approcher du K2 du Wyoming, ou au moins de l'aborder par le K1. Signe que peut-être il va falloir que je l'aborde par d'autres côtés, mais soyez certains qu'après cet échec au faux K2 de la Californie, je ne renoncerai dorénavant plus à explorer le K2 du Wyoming sur les traces d'Allemand, Lazier et Caffarel, les glorieux prédécesseurs du Champsaur. Merci beaucoup. J'espère que l'ensemble de ces communications vous ont donné envie de partir vous-même sur les traces du Latourex et de trouver peut-être de nouveaux territoires à explorer. J'ai Étienne qui est là, qui propose par exemple de relier Sancoins à Carré-les-Tombes, qui sont 2 villes distantes et donc, la géographie française, notamment, offre de multiples possibilités. Vous pouvez aussi essayer de relier 3 à 7 en une semaine. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Joël Henry et Maya sur vos expériences de tourisme expérimental. Ils seront sûrement enchantés de recevoir des communications. On peut vous joindre par le site internet du Latourex. Bon, si vous avez des questions, c'est